Merci à vous tous là, ici présents, de me faire l'amitié d'être ensemble ce soir, parce que c'est mon premier ouvrage de fiction, ayons l'humilité de le dire. Je vais commencer par la quatrième de couverture. L'éditeur a proposé une quatrième de couverture extrêmement talentueuse, qui résume très bien l'esprit du livre. Oui, le Muséum national d'histoire naturelle est un établissement cher à mon cœur, c'est vrai. Un truc que des jeunes d'aujourd'hui auraient du mal à dire dans le futur, c'est que j'y ai fait toute ma carrière. Bon allez, je vais rien vous cacher, je suis rentré au muséum en octobre 1988, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, et pourquoi ce lieu, c'était le but dès le départ de faire une série de nouvelles de science-fiction avec une unité de lieu. Cette unité de lieu, elle est venue toute seule, je ne peux pas vous dire comment. Je peux vous dire quand exactement, par contre. Alors, il faut remonter à 2013. Il faut remonter il y a 10 ans. J'étais sur un bateau, dont le nom est l'Astrolabe, un bateau qui est géré par l'Institut polaire français. Et j'ai fait dans ma carrière de zoologiste, j'ai fait pas mal de terrain sur le plateau continental antarctique. Et donc, ce mois de janvier 2013. La proximité de l'Antarctique est excessivement englacée, alors que normalement en janvier la mer devrait être libre, puisque c'est l'été austral en janvier. Là, on s'est retrouvé bloqué dans la glace. La glace de mer avait été rabattue par des courants vers Dumont d'Urville, vers la zone française. Et cette mer de glace était disloquée. Elle était concassée, recomposée, regelée, si je peux le dire comme ça. Le brise-glace, au lieu de passer sur une glace homogène, il devait buter sur des grumeaux tout le temps, faire des demi-tours, repasser à droite, passer à gauche, changer de cap. Enfin, ça n'en finissait pas, on était bloqué. Et au lieu de faire une traversée Hobart en Tasmanie, donc une traversée Hobart-Terre Adélie en 6 jours, on a fait la traversée en 13 jours. Alors vous pouvez imaginer à bord tous les scientifiques qui avaient leur programme à réaliser à la station Dumont d'Urville, au bord du continent antarctique. Quand on a commencé à prendre 1 ou 2 jours de retard, tout le monde s'est mis à fulminer. Mon programme s'est foutu, mon programme, j'ai plus le temps de le faire. Et puis au bout de 2 jours, 3 jours, les gens sont devenus étranges. Ils sont devenus, comment dirait-on, patient, philosophe, et puis même assez détaché finalement. Et tout le monde s'est mis à créer sur le bateau. Alors ça, c'est quelque chose d'étonnant, c'est qu'il y a eu comme un vent de création qui a soufflé. Il y en a qui ont sorti des guitares, qui se sont mis à chanter des chansons inventées, d'autres qui ont sorti les crayons, le dessin. Moi, je me suis mis dans ma bannette et j'ai commencé à écrire. Voilà. Unité de lieu, je suis parti en délire, comme l'a dit Anne-Lise. Je suis parti en délire sur le muséum. Donc... Ce récit que je vous fais là, il a été dessiné en bande dessinée par mon ami Emmanuel Lepage. J'ai eu une chance incroyable dans cette traversée vers Dumont d'Urville, c'est que Lepage était à bord en fait. Et Emmanuel Lepage faisait un reportage dessiné pour les éditions Futuropolis sur qu'est-ce que c'est qu'une mission française en Antarctique aujourd'hui. Le livre est sorti en 2014, il s'appelle La Lune est blanche chez Futuropolis. Un magnifique livre d'Emmanuel Lepage où vous y êtes vraiment. Vous êtes vraiment sur le bateau. Je peux témoigner pour avoir fait la traversée que ce que relate Emmanuel Lepage dans son travail, dans son compte-rendu dessiné, dans son reportage dessiné, c'est très proche de la réalité. Et voilà, ça c'est pour les origines, j'ai envie de dire. Les origines. Délire, pas tout à fait. La science-fiction ne m'intéresse que si, mais finalement entre nous, la science-fiction se définit par le fait qu'elle est ancrée dans le réel. Sinon, on ne l'appelle pas science-fiction, on l'appelle merveilleux. Le fantastique est en quelque sorte la perturbation du réel, où surgit des événements qui ne sont pas directement compréhensibles, alors que la science-fiction, au contraire, va s'ancrer sur des résultats de la science et extrapoler dans une logique les résultats de la science. En quelque sorte,
la science-fiction a besoin d'être ancrée dans le réel et elle a le devoir d'être cohérente pour convaincre. Le fantastique n'a pas nécessairement besoin d'être cohérent. Il peut survenir, il peut surgir quelque chose de complètement, inintelligible et néanmoins fasciner le lecteur si c'est raconté avec suffisamment de talent. Le merveilleux, lui, par contre, il n'a pas besoin de s'ancrer dans le réel. Il peut nous transporter dans un monde qui n'a pas besoin de références nécessairement dans le réel, des allusions peut-être, mais en tout cas, on ne cherche pas l'exactitude. Alors qu'en science-fiction, tout ce qui se passe au Jardin des Plantes, dans chacune de ces nouvelles, est ancré dans quelque chose qui vous donne un clin d'œil. Des personnages, par exemple, qui ont existé, mais dont je suis obligé de changer le nom. Alors, je ne veux pas... J'ai un personnage qui s'appelle Hervé le Lapin. Ceux dans la salle qui connaissent pourront savoir à qui ça fait référence. D'autres personnages sont véritablement nommés parce qu'ils m'ont fait l'amitié de bien vouloir figurer dans cet ouvrage. Et donc, Gaël Clément, le directeur du département Origine et Évolution, finit déguisé en canard. Je ne vais pas trop divulgacher les nouvelles, mais vous verrez pourquoi Gaël Clément est déguisé en canard. Et Jean-Sébastien Steyer, qui est chercheur au CNRS en paléontologie ici au Muséum, lui aussi se retrouve déguisé en Casimir. Bon, vous avez deviné qu'on est entre la science-fiction et la farce, en fait. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Science-fiction qui m'engage à m'ancrer dans le réel et à partir d'un muséum réel, même si ça se passe en 2080. Mais la farce c'est important parce que la farce, c'est l'éclat de rire, c'est le bonheur, c'est la vie. Évidemment, c'est l'humour, mais c'est pas que l'humour, c'est l'envie de rigoler avec cette science-fiction, avec ce réel, et surtout avec les personnages. Alors, vous allez me trouver peut-être irrévérencieux, et sans trop comment dire, vous n'avez pas encore lu le livre pour beaucoup d'entre vous, donc il ne faut pas non plus que je délivre toutes les surprises qu'il peut y avoir dedans. Mais il y a des personnages que j'ai choisis précisément pour être des objets de farce. Et j'ai pris des personnages qu'on a qualifiés de génies. Parce que, entre nous, personnellement, je ne crois pas dans le génie du scientifique. Je ne crois pas dans le génie de la science. Je me suis opposé plusieurs fois sur des tables rondes avec Étienne Klein à ce sujet. Étienne, lui, considère qu'il y a des scientifiques qu'on peut qualifier de génies. Mais c'est peut-être vrai pour certains mathématiciens, j'oserais pas dire, mais je pense que sur la façon dont les scientifiques travaillent au XXe siècle, cette notion de génie ne tient pas. Nous travaillons sur les épaules de nos prédécesseurs. Nous travaillons en équipe. Nous devons beaucoup à la communauté professionnelle à laquelle nous appartenons. Les résultats sont validés collectivement. Un chercheur peut avoir des idées absolument extraordinaires, oui, c'est vrai. Mais ces idées, elles ne partent jamais de rien. Et cette notion de génie de la science, je ne l'aime pas parce qu'elle ne reflète pas la façon dont nous travaillons, et en plus, elle fragilise l'idée de la science. Elle engage la science dans une instrumentalisation qui est rendue possible par ceux qui veulent la fragiliser, notamment ceux qui sont dérangés par les résultats de la science et qui aimeraient bien qu'un résultat qui dérange ne relève finalement que de l'opinion de celui qui l'a donné. Ce qui fait la force du discours scientifique, c'est le collectif. C'est le fait que le résultat il a été validé collectivement. Et donc la notion de génie tend à individualiser l'image du scientifique, alors que moi, en tant que militant de la diffusion scientifique, j'ai envie qu'on dise au public la science, c'est du bien public. La science, c'est garanti par un collectif professionnel qui est payé avec vos impôts pour garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance. Bref, j'ai des raisons politiques de ne pas aimer les génies, vous m'avez compris. Alors les génies, que sont Buffon ou que sont Cuvier, eh bien, ils sont un petit peu secoués dans le livre. Ils ne sont pas secoués en tant que génies parce que, après tout, je ne conteste pas ce qu'ils ont découvert, mais je m'amuse un petit peu avec ce qu'ils sont. Vous découvrirez dans le livre, sans que j'en dise trop, comment Cuvier se retrouve à balayer les feuilles dans le jardin, à s'ennuyer parce qu'il est quand même bien outillé
intellectuellement. Et donc, il balaye le jardin et il récite, il se récite toutes les périodes géologiques, parce que franchement, voilà quoi. Buffon, on s'amuse. Comment est-ce qu'on s'amuse avec Buffon au muséum? Rendez-vous compte, Buffon, le best-seller du XVIIIe siècle. Il n'y a pas une famille, de la bourgeoisie de l'époque ou même de la noblesse de l'époque qui n'a pas l'histoire naturelle dans sa bibliothèque. Buffon est lu par toute l'intelligentsia européenne parce qu'à l'époque, tout le monde lit le français en fait. Oh là là, j'aurais bien aimé y être. Ne pas avoir à écrire ces articles en anglais, oh là là, c'est bon. Voilà, donc Buffon, grand auteur du XVIIIe siècle, Buffon, intendant des Jardins du Roi pendant 49 ans, Buffon, industriel dans ses forges à Montbard, un personnage extrêmement important pour l'histoire du Jardin des Plantes ici. Il se trouve que, je vous l'avais dit, la science-fiction, elle s'ancre dans le réel. Il y a quelque chose de réel à propos de Buffon ici dans le jardin, mais qui pourrait vous sembler fantastique. D'abord, premièrement, on a une statue de Buffon qui a été sculptée par le sculpteur Pajou en 1776, et ce qui fait que Buffon, il a été statuifié de son vivant. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas courant pour un scientifique. On le considérait tellement comme génial qu'il a eu l'honneur d'avoir eu sa statue alors qu'il était encore vivant. Et deuxième chose, fait réel dont je suis parti parce que ça m'amuse un peu, c'est que fin XVIIIe siècle, on se passionne pour l'anatomie, bien sûr, bien avant Cuvier, et en avril 1788, lorsque Buffon meurt, il est disséqué par ses amis. Et ça, c'est quelque chose qui se pratiquait entre scientifiques. Vous allez faire mon autopsie et vous allez me raconter de quoi je suis mort. Alors voilà trois des amis de Buffon, donc des anatomistes, qui se mettent à faire son autopsie. Et puis l'autopsie, c'est aussi l'occasion de faire des cadeaux. Alors on plaisante souvent avec les reliques de l'Église catholique romaine. Il est vrai que Philippe le Bel a ventilé les eaux à travers toute l'Europe de son grand-père Saint-Louis, parce que Louis XI avait été canonisé, donc on ventile les eaux, on offre un fémur de Saint-Louis, c'est un cadeau diplomatique, comme aujourd'hui on offre des animaux d'ailleurs aux chefs d'État. Et bien là, les scientifiques font ça entre eux, c'est-à-dire que qui va avoir le cerveau de Buffon, qui va avoir le cœur de Buffon. Là, je ne vous raconte pas une blague, c'est un fait historique. Après, vous imaginez comment on peut tisser autour de ça des blagues, justement. Et donc, le meilleur ami de Buffon, un géologue qui s'appelle Faujas de Saint-Fond, réclame le cœur de Buffon parce que Buffon était son meilleur ami. Seulement voilà, le cœur de Buffon est également réclamé par le fils de Buffon, parce que Buffon a un fils, celui qu'on appellera sous la Révolution Buffonet. Buffonet demande le cœur de son père, et évidemment, les chirurgiens qui ont procédé à l'autopsie sont quand même obligés de respecter les desiderata de la famille, et donc on donne le cœur de Buffon à Buffonet, et Faujas de Saint-Fond, en consolation, en cadeau de consolation, il a le cerveau. Voilà, bon, il prend le cerveau de Buffon. Donc Faujas de Saint-Fond repart très content d'ailleurs avec, imaginez, le symbole du cerveau de Buffon, dans son bocal de formol, d'alcool, il retourne chez lui avec le cerveau. Et puis le cerveau va fonctionner un petit peu dans la famille Faujas de Saint-Fond comme une relique, ce qui fait que la famille, pendant plusieurs générations, refusera de rendre le cerveau de Buffon au muséum. Le muséum ne cesse de demander à Faujas, vous avez le cerveau de Buffon, il faut que ce soit chez nous, et non. Et le muséum a offert des sommes d'argent, proposé des sommes d'argent pour acheter le cerveau de Buffon. Mais la famille n'a jamais voulu. Vous savez ce que c'est, la génération passe, et finalement, les descendants n'accordent plus tellement d'importance à un cerveau qui remonte à 1788. Et donc, finalement, le muséum finit par récupérer le cerveau de Buffon en 1870, donc très longtemps après. Et que fait-on de ce qui reste du cerveau? Parce que le cerveau, il est parti un peu en charpie, donc il reste les membranes externes, la pimère et la durmère du cerveau de Buffon.
eh bien on va les incorporer dans le socle de la statue de Pajou. Et ça, c'est pas une blague, il y a toujours une statue, donc sous un escalier de la Grande Galerie de l'Évolution, ici dans ce bâtiment, il y a les méninges, donc les méninges de Buffon. Alors vous imaginez qu'avec des histoires aussi extraordinaires et historiquement documentées, on peut broder bien sûr de la science-fiction. Je ne vous cache pas, mais je vous invite à le lire, on va découvrir dans d'autres statues du muséum, d'autres parties du corps de Buffon. Je vous laisse imaginer les farces qu'on peut raconter à partir de ça. Donc vous voyez, c'est pas de la science-fiction sérieuse, c'est de la science-fiction qui se veut amusante. Et je crois que pour divertir, il faut... Enfin, ça c'est peut-être mon caractère plutôt jovial, mais pour divertir, j'ai tendance à penser qu'il faut quand même un éclat de rire à un moment donné, et j'espère que ces nouvelles vont vous amuser. Donc, les idées de fond qui m'ont guidé, ce sont cette récusation de la notion de génie en science, c'est de travailler l'histoire de l'établissement, parce que, comme le dit l'éditeur dans sa préface, vous faites un saut temporel, hein, on peut être dans le passé, mais on est aussi dans le futur, on peut être aussi en 2080, hein, vous verrez comment. La caractéristique que j'ai essayé de suivre, sans m'en être vraiment rendu compte, mais je le dis a posteriori, c'est s'ancrer dans le réel et garder une cohérence dans le récit. Et c'est à ce titre que la science-fiction me semble à moi croustillante, c'est qu'elle est convaincante parce qu'elle reste cohérente. Et puis parler un peu des personnages de l'établissement. Il n'y en a pas beaucoup en fait finalement. Sont cités, les personnages principaux, Cuvier, Buffon, on cite Lamarck à un moment donné, mais on n'en parle pas vraiment, il est juste cité. Et je terminerai par dire qu'il y a un morceau de bravoure, il y a un plat de résistance dans le volume. Il y a 4 nouvelles qui se suivent en fait. Il y a 4 nouvelles qui se suivent. Et Enki Bilal n'a pas pu être là ce soir, mais il m'a fait l'amitié de faire la couverture gracieusement. Il y a un des personnages extraordinaires, là pour le coup, d'un des récits. Je le tiens d'Enki, d'ailleurs, dans la postface, je dis de quoi je me suis inspiré. Enki avait inventé en 1977 un personnage qui s'appelle le Plitch. Le Plitch, c'était une espèce de grosse guimauve rose et qui faisait Plitch. Et d'ailleurs, c'était Bilal qu'on voit toujours comme un personnage sérieux qui traite de sujets assez lourds, avec des ambiances assez lourdes aussi. Il sait se marrer lui aussi. Hein. Dans le Plitch, vous verrez, on voit Poniatowski, on voit Giscard d'Estaing, on voit les ministres de l'époque dessinés dans des combinaisons futuristes. Et ils sont pris à partie avec le Plitch. Bon, j'ai utilisé un petit peu le Plitch d'Enki pour faire une matrice de réplication d'organismes. Et à partir de là, j'ai brodé 4 nouvelles qui traitent de Cuvier. Et donc le plat de résistance, c'est vraiment qu'est-ce qui va arriver à Cuvier en 2080. Bon, voilà, ça c'est vraiment un sujet de science-fiction. Qu'est-ce qui peut bien arriver à Cuvier en 2080? C'est vraiment très, très, très bizarre. Voilà pour la mise en appétit. J'espère que ça va vous amener des questions. Alors que vous n'avez pas lu, peut-être pas tous, mais en tout cas certains d'entre vous n'ont pas lu le volume, donc c'est peut-être pas très facile comme exercice. Mais je vous laisse poser les questions que vous souhaiteriez poser. Dans le public, j'ai supposé, à l'instant, j'ai supposé que le public connaissait l'histoire de l'établissement, mais c'est peut-être pas le cas en fait. Bon, n'hésitez pas à poser des questions sur l'histoire de l'établissement, parce que je fais comme si ça allait de soi, mais ça va peut-être pas de soi. Alors vous avez une question, monsieur, là? Pourquoi 2080 Pourquoi 2080? En fait, il y a plusieurs récits dans cet ouvrage, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un recueil de nouvelles. Toutes les nouvelles ne se passent pas au même moment. 2080, finalement, c'est l'éditeur qui a choisi le titre. Moi, j'avais proposé 20 titres.
Mon épouse et moi, on avait fait un dîner, on avait aligné tous les titres auxquels on pouvait penser. Il y en avait 20. Et puis finalement, l'éditeur a trouvé un autre titre en me disant les 4 nouvelles qui suivent et qui font le plat de résistance du volume, eh bien, la plupart des actions se passent vers 2080. Et donc, c'est pour ça que ce titre a été donné au livre. Pourquoi 2080? Parce qu'en 2061, il y a des expéditions du muséum qui continuent d'avoir lieu et on découvre des choses véritablement inattendues, extraordinaires. Et sans tout raconter, l'issue de ce qu'on ramène de mission en 2061 porte ses conséquences 20 ans après, en 2080. Bon, bref, non, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de symbole derrière, je pense, 2080. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez lu des classiques de la science-fiction et vous en êtes-vous inspiré pour vos propres histoires? Oui, j'ai lu des classiques, mais je ne m'attendais pas à cette question, mais j'ai pas conscience d'avoir... alors, est-on conscient des influences qu'on reçoit? C'est le fond de la question. J'ai l'impression que ce qui m'a beaucoup influencé, finalement, c'est le journal Pilote. Alors vous allez me dire, c'est pas des auteurs de science-fiction, de littérature, c'est un journal qui a véritablement révolutionné l'esprit de la bande dessinée dans les années 1970. On y trouvait une excellente science-fiction, avec comment dire, Bilal, bien sûr, qui a démarré dans Pilote, mais aussi de Droyet, Philippe Droyet, et puis on y trouvait de la farce, beaucoup de farce aussi. Et finalement, c'est peut-être de là que je tire c'est ce goût entre la fiction, oui, de la science-fiction, on va dire, et puis là, la farce. Mais il y a des auteurs que j'ai beaucoup aimés, dont j'ai souvenir avoir beaucoup aimé lire, mais je ne les retrouve pas dans le volume. J'ai adoré évidemment Pierre Boulle, j'ai bien aimé certains écrits de Barjavel, Ray Bradbury bien sûr, et puis Philippe Cadic. Alors évidemment, Cadic c'est bon, comme beaucoup d'entre nous, hein, tout ça c'est des grands noms. Asimov bien sûr, enfin voilà. Mais j'ai pas l'impression que je les retrouve tant que ça, sauf l'esprit pilote finalement. L'esprit pilote, voilà. Je me demandais juste, est-ce que vous connaissez d'autres récits de science-fiction qui se déroulent au Jardin des Plantes? Et est-ce que ça existe déjà? Oui, alors merci pour cette question, parce que ça me permet de rebondir sur quelque chose qui pourrait être une suite. C'est que en tout, j'ai dû écrire une vingtaine de nouvelles. Dans le volume, il n'y en a que 13. Avec l'éditeur, on a... Non, c'est même pas avec l'éditeur d'ailleurs. Enfin, si, c'est compliqué. Certaines d'entre elles sont des nouvelles qui font référence au cinéma. Et justement, reprennent des récits de science-fiction faits au cinéma dont une partie de l'action se passe dans le jardin, ici. Et notamment, un film que j'aime beaucoup, c'est celui de Chris Marker qui a été fait en 1962, qui s'appelle La Jetée. Et il y a une telle force projective, il y a une telle puissance de suggestion dans ce film que vous avez l'impression d'avoir vu un film, mais ce n'est pas un film que vous avez vu, ce ne sont que des photos. Imaginez-vous la puissance qu'a dû avoir Chris Marker dans son récit pour vous faire croire que vous avez vu un film d'animation, alors qu'en fait, ce ne sont que des photos noir et blanc qui se succèdent avec un récit qui est raconté. Vous connaissez peut-être la jetée, le principe de la jetée, ce sont des générations futures qui sont en train de vivre la Troisième Guerre mondiale et qui sont en souffrance, qui sont dépourvus de ressources, et par contre ils ont quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils disposent d'une machine à remonter le temps,
Et donc les générations futures de la Troisième Guerre mondiale envoient des émissaires dans le présent pour venir chercher du secours. Et l'émissaire, il tombe où? Il tombe au Jardin des Plantes. Il est au milieu des parterres, et il lui arrive évidemment tout un tas de choses, puisque vous pensez bien qu'on ne le laisse pas partir comme ça. Il y a des cerbères qui lui courent après, et ces cerbères le rejoindront d'ailleurs sur une jetée qui était en 1962, à l'époque où Chris Marker fait ce film. La jetée, qu'est-ce que c'est? C'est cette jetée qui est construite sur les toits de l'aéroport d'Orly. Je vous rappelle que l'aéroport d'Orly était tout neuf à l'époque et que c'était le summum de la modernité. On allait le dimanche sur la jetée de l'aéroport d'Orly regarder les avions décoller. C'était c'était le nec plus ultra du moderne. Et c'est donc sur cette jetée emblématique de la modernité de l'époque que le personnage principal se fait tuer sous ses propres yeux, puisqu'il se fait tuer adulte, alors qu'en fait il vient voir un dimanche avec ses parents la nouvelle jetée d'Orly alors qu'il est enfant. Et donc l'enfant assiste à un meurtre, et il ne sait pas que c'est lui-même adulte qui est en train de se faire tuer. Et ça a été repris par Terry Gilliam. C'est ça que tu voulais dire que je dise, bien sûr. L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam en 1995, c'est un film qui reprend typiquement le scénario de la jetée de Chris Marker. Donc, sauf que Terry Gilliam ne fait aucune des scènes au Jardin des Plantes, alors que Chris Marker le fait au Jardin des Plantes. Ouais. Autre film, La métamorphose des cloportes. Il y a des connaisseurs dans la salle. C'est un peu un nanar des années 60 où on voit Francis Blanche jouer le rôle d'un professeur d'ornithologie dans l'ancienne galerie de zoologie. Et la scène est très fugace. Et Francis Blanche est carrément délirant dans ce personnage. Il y en a qui l'ont vu dans la salle. C'est quand même un film devenu assez rare parce que c'est un film dont les dialogues sont d'Audiard. Donc si vous voulez du Audiard, vous en avez tant que on a même du mal parfois à comprendre les dialogues, tellement c'est du sur-Audiard. Hein, voilà. On est dans l'ellipse à la tour de bras, mais ça se passe aussi en partie au Jardin des Plantes. C'est pas de la SF pour le coup, c'est un film policier. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup d'œuvres en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui se passent au Jardin des Plantes. Alors, évidemment, si on va dans le monde de la bande dessinée, j'y ai pas mis les pieds, mais si on va dans le monde de la bande dessinée, il y a évidemment Tardy, qui adore le patrimoine architectural du jardin, avec Adèle Blanc-Sec, bien sûr. D'ailleurs, il y revient plusieurs fois, puisque cet album qui s'appelle La Débauche, on revient au Jardin des Plantes avec le tigre. Ouais. Merci. Tu as évoqué tout à l'heure deux collègues, enfin un qui est encore là et un autre qui est parti à la retraite. Comment est-ce qu'on travaille avec des personnes est-ce que tu as écrit ta nouvelle, tu leur en as parlé après, tu leur en as parlé avant, est-ce qu'il y a des interactions pendant? Alors, il y a eu différents traitements. Il y a des gens dont j'ai utilisé le prénom, mais si vous connaissez le muséum, vous les replacerez. Il y a une Evelyne dans l'ouvrage. Bon, là, comme c'est que le prénom, Evelyne Ayer n'est pas obligée de se sentir concernée, donc je lui ai rien dit à Evelyne, mais je pensais à Evelyne Ayer, bien sûr. Il y a des gens qui sont nommés avec comment dire, on y fait allusion par une description. Par exemple, vous retrouverez Michel Guiraud. Mais il ne s'appelle pas Michel Guiraud. Voilà, le petit nœud papillon, l'accent montpelliérain. Oui, voilà. Dans ceux dont j'ai vraiment utilisé les noms nommément, j'ai écrit la nouvelle et je leur ai donné à lire. Et je leur ai demandé est-ce que tu veux bien figurer dans cette farce? Et il y en a évidemment qui ont immédiatement trouvé les choses amusantes et qui ont dit oui. Et il y en a un qui n'a même pas répondu. C'est quoi ce truc? Bon, j'ai dû changer le patronyme. Hein. Voilà. Oui, il y a différents traitements. Il y a des gens que j'ai décrits sans les nommer, et il y a des gens que j'ai nommés sans les décrire. Ouais. Bonsoir.
j'ai lu l'ouvrage, alors je vais essayer de ne pas spoiler ceux qui ne l'ont pas lu, mais en dehors de la science-fiction, il y a 2, je crois, nouvelles où il y a quelques inquiétudes. Ah, C'est ce que je veux dire. Je ne veux pas dire trop, mais inquiétude. il y a des peurs, il y a sur le ton de la farce, ok, mais il y a quand même des... Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a comme un appel à la vigilance. Ouais, il y en a 2 où il y a un appel à la vigilance. Alors, tu fais allusion à la première, Muséum Rose, peut-être? Oui. Alors, Muséum Rose, je vais vous spoiler un petit peu, mais je vous raconte pas la fin. C'est quelqu'un qui a subi l'écroulement de la galerie de paléontologie d'anatomie comparée. La galerie s'écroule parce que architecturalement, il y a des failles au milieu. On a outrepassé plusieurs injonctions à la fermeture de la part de la préfecture de police de Paris. On a continué à laisser... bon, cette galerie, il y a la Bièvre, plus ou moins, il y a l'île de la Bièvre qui passe pas loin. Bref, elle s'écroule. Et nous voilà avec un personnage qui est dans le coma, et il se réveille de son coma 20 ans après. Et il a un peu la gueule de bois, mais pas tant que ça finalement. Et sans trop en dire, il sort quand même de l'hôpital. Il est pris en charge d'ailleurs non pas par l'hôpital public, mais par une firme privée qui s'appelle Disnew, avec Disnew. Et il découvre un jardin des plantes rose, donc tout rose avec des motifs chinois un peu partout, un parc de jeux au milieu. Les universitaires sont plus là, ils sont partis à la fac, les collections sont parties en banlieue, et le muséum, le jardin des plantes est devenu un parc d'attractions. Cette nouvelle a été inspirée des inquiétudes d'un ami syndicaliste dans l'établissement, inquiétude qui n'était d'ailleurs pas complètement infondée, puisque dans la postface, vous verrez qu'à 2 reprises, la Cour des comptes a évoqué la possibilité. Le muséum était vraiment une institution vieillotte qui ne correspondait plus, selon les critères de la Cour des comptes, à des canons de gestion qui sont ceux d'aujourd'hui. Et une maison trop compliquée, où on mélange des trucs compliqués ensemble. On accueille du public, il y a des laboratoires, on fait des expositions, on gère des collections nationales patrimoniales, on fait de l'enseignement supérieur, on fait de l'expertise, on fait trop de choses à la fois. Il faut éclater ce truc et remettre les différentes fonctions dans des organismes dont c'est la fonction principale. L'enseignement supérieur se ferait à la fac. Les professeurs du muséum pour leurs recherches dépendent du CNRS. Les collections, il n'y a plus de place, on les met en banlieue. Et finalement, du jardin des plantes, il ne reste plus qu'une fonction d'accueil du public, finalement. Et donc, cet éclatement des missions de l'établissement a été explicitement, il en a été fait explicitement mention dans un des rapports de la Cour des comptes. Bien que le rapport dise que cet éclatement ne soit pas à l'ordre du jour, dans le rapport de début 2017, il est quand même mentionné. C'est comme une espèce d'épée de Damoclès qui serait sur la tête de l'établissement. Vous êtes un établissement trop complexe pour être géré par des règles lolfisées de gestion d'aujourd'hui. Alors, le rapport dont je parle ici est publié en 2017. La nouvelle en question a été écrite en 2013, 4 ans avant. Et donc, ce n'était pas la première fois que cette menace, en quelque sorte, pesait sur la tête de l'établissement, mais elle était largement relayée par mon ami, dont je tairai le nom, et qui est celui qui se réveille, justement, et qui se réveille en plein cauchemar, et il découvre un muséum devenu un parc d'attractions. Voilà, donc je vous dis pas la fin, mais c'est dans cet épisode que Gaël Clément se retrouve déguisé en canard. Oui, les petites inquiétudes, ouais. Oui, une question sur la forme. Donc la forme, c'est la farce. Est-ce que c'est une forme qui permet de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement? Ça donne plus de liberté. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'aurais pas souhaité écrire un pamphlet. J'aurais pas souhaité écrire un tract
un tract. Non, 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 la farce, tu as raison, c'est vraiment un moyen d'expression. Comme le dit Léandri dans la préface, oui, on s'amuse, mais en même temps, on fait état on fait état de points de vigilance. La farce, entre les lignes, elle peut donner à rester vigilant. Ouais, ouais. J'ai peut-être pas fini de répondre à la dame tout à l'heure sur le cinéma. C'est que il y avait certaines des nouvelles qui se référaient à des œuvres cinématographiques qui avaient montré le Jardin des Plantes. Et finalement, ces nouvelles-là, on les a mises de côté. Peut-être pour faire un futur volume qui serait quelque chose du genre ciné-muséum, c'est-à-dire en gros prendre le Jardin des Plantes et retravailler une fiction à partir de fictions qui ont déjà été réalisées au cinéma. Alors, j'en ai écrites des comme ça, il y en a 2 notamment, mais elles ne sont pas dans le volume parce qu'en fait, elles apparaissaient comme trop hétérogènes pour l'éditeur par rapport à ce que le volume contient déjà. Donc il y aura peut-être une suite. Voilà. Oui, on sait depuis la naissance de la science-fiction que la science inspire les artistes, inspire les écrivains. Et on défend l'idée au muséum que les scientifiques peuvent être inspirés par l'art ou par la littérature. Et ce que j'aimerais te demander, c'est comment tu expliques le rôle de l'imaginaire et de la création en sciences. Les œuvres artistiques peuvent inspirer les scientifiques en tant qu'individus, mais pas nécessairement dans leur travail de scientifique. Et quand même serait-ce possible, les règles de validation en sciences en resteraient inchangées. Quelle que soit la source d'inspiration qui nous amène à élaborer une hypothèse, cette source d'inspiration, elle peut venir vraiment de n'importe où. Ça peut être de la science-fiction, ça peut être des valeurs politiques, ça peut être des valeurs philosophiques. Enfin, là, pour le coup, je ne dirais pas des valeurs, mais des options philosophiques. Enfin, peu importe. La source de l'inspiration, franchement, elle peut être multiple. Mais ce qui va compter finalement dans le collectif, pour la production d'un bien public qu'est la connaissance scientifique, ce qui va compter, c'est le filtre collectif de l'évaluation par les pairs. Et ce filtre collectif, c'est lui qui va garantir que même si on s'est inspiré de choses qui pourraient paraître loufoques en première instance, le protocole qui a été suivi pour produire une connaissance, il est intelligible, il est transparent, il est rationnel, on peut s'en emparer et on peut tester ce que l'on affirme dans l'article. Donc la reproductibilité, en quelque sorte, du résultat va être le critère principal de validation et non pas la source d'inspiration. Donc je ne nie pas, en effet, que les arts peuvent être une source d'inspiration chez les scientifiques. Ces sources d'inspiration, c'est le moment où le scientifique est créatif, précisément. Il est aussi créatif au moment où il invente un protocole qui consiste à mettre à l'épreuve une idée et rendre à autrui, finalement, la possibilité de le mettre à l'épreuve à nouveau. Il est créatif aussi à ce stade-là. Mais cette création, elle va suivre des règles du jeu qui vont s'exprimer par un filtre qui est l'évaluation par les pairs. Dans les arts, finalement, il y a aussi une sanction qui tombe quelque part. C'est la sanction de l'assentiment remporté chez le public. Le public qui est indifférent à une œuvre d'art, cette œuvre s'en trouve quelque part privée d'un succès qu'elle espérait. C'est pour ça que j'appelle ça sanction. Mais chez nous, les scientifiques, la sanction, c'est l'évaluation par les pairs. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes qu'en art, bien sûr, mais il existe des règles du jeu. Ressentir la création en science, c'est comme ressentir la liberté. Ressentir la création, ça ne peut se faire qu'en touchant les murs. Il faut être bridé pour ressentir la liberté. Et bien c'est pareil, pour se sentir créé, il faut des règles du jeu. Si on crée sans règles, finalement on peut faire n'importe quoi et c'est plus intéressant.
Donc il y a cette idée que les limites que l'on rencontre dans la création participent du sentiment d'avoir à créer ou d'avoir créé tout simplement. Ouais. Alors du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que je repense à ce que tu as dit tout à l'heure à propos de la naissance de cet ouvrage. Tu as écrit plein d'articles scientifiques, tu as écrit plein de bouquins, d'ouvrages de référence sur évidemment la phylogénie, la systématique et aussi sur la pensée scientifique. Et donc, tu as également participé à plein de projets artistiques en tant que conseiller scientifique. Et tu semblais dire tout à l'heure que c'était parce que tu t'es retrouvé coincé dans la glace, donc que c'était qu'une opportunité, enfin dans un contexte une opportunité de pouvoir de pouvoir écrire. Mais moi je pense que ça vient quand même probablement d'un autre déclencheur. Je pense, parce que je te connais depuis longtemps, et je me dis non mais ça doit pas suffire. C'est pas parce que tu n'avais rien à faire, Non, parce pas que vraiment. ça devait couver depuis longtemps. Donc qu'est-ce qui est réellement le déclencheur? C'est cette volonté tout à coup d'être libre, d'écarter les murs, ces murs que tu es obligé de suivre quand tu es scientifique. Peut-être tester d'autres murs. Il y a besoin de murs. Il y a besoin d'un socle sur lequel s'appuyer. Donc, mais d'en tester d'autres. Alors, tu as raison. Évidemment, on fait pas ça complètement gratuitement. Quand j'étais gamin, j'étais un gamin qui racontait des histoires tout le temps. Donc, finalement, j'ai fait ressortir l'enfant que j'étais, que je suis toujours. Il y a quelqu'un dans la salle qui peut en témoigner parce qu'elle a subi mes histoires quand j'étais gamin. Et j'ai ma petite sœur dans la salle qui est là ce soir. Et j'avais des petits animaux en plastique et j'arrêtais pas de raconter des histoires. C'était ma façon de m'échapper et je vous cache pas que on a tous besoin de faire pchit au cerveau, de penser à autre chose. Alors, vous allez me trouver bizarre, mais moi, je m'évade non pas en regardant un film ou en lisant un roman, quoique en lisant un roman, si, quand même, mais je m'évade surtout quand je me mets au clavier et que j'invente mes propres histoires. Cet été, j'en ai écrit une, et ça continue d'ailleurs. Dès que j'ai un moment de libre, mon cerveau revient vers ça. C'est comme une espèce de point d'attraction. Je suis en train de m'amuser avec, actuellement, si vous me dites qu'est-ce quoi de neuf, c'est pas neuf, c'est pas sorti, mais je suis en train de travailler dessus. Je m'amuse avec les corps des rois. Il y a un truc qui me fascine, c'est le fait que sous la Convention, on ait voulu abattre les symboles de l'Ancien Régime, les symboles royaux. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé à l'exhumation de tous les corps des rois de la nécropole royale, qui est la basilique de Saint-Denis, en août 1793, et entre août 93 et surtout octobre 93, on a sorti tous les corps, on les a exhibés au public pour certains d'entre eux, et puis on a jeté tous ces corps dans une fosse commune qui est au nord sur la façade nord de la basilique. Et voilà, on n'en parle plus, la basilique est déchristianisée. Saint-Denis d'ailleurs, ça ne s'appelle plus Saint-Denis, ça s'appelle Franciade. Et puis, vous devinez qu'à la Restauration, qu'est-ce que va faire Louis XVIII? La première idée qu'il a, c'est de ressortir tous ces squelettes de la fosse commune et de les remettre dans un ossuaire qui est dans une des cryptes de la basilique. Mais seulement voilà, les corps sont mélangés. Et il n'y a rien de plus merveilleux pour un scientifique de partir d'un fait réel. Les corps des rois de France aujourd'hui, et des reines, parce qu'il n'y a pas que des rois, il y a les corps, les reines et les enfants aussi. Tous les os sont mélangés dans la crypte. Et ça c'est d'une truculence incroyable pour un scientifique. Et donc ça y est, c'est parti. On est en 2077 à Saint-Denis et on est capable aujourd'hui de génotyper des os. Ici, là, on a eu il y a 15 jours, il y a des paléogénéticiens qui se sont exprimés sur le génotypage des os, et on est capable de savoir quelle phalange est acquis et quel tibia est acquis. Et vous pouvez imaginer tout ce qu'on peut raconter là-dessus. Qu'est-ce qu'on trouve d'extraordinaire dans la crypte. Donc ça y est, je suis parti avec les corps des rois parce que c'est trop amusant. Et tout ça parce que finalement, tu as raison, Véronique, quelque part, je suis un raconteur d'histoire, ou je suis peut-être un écrivain manqué, j'en sais rien. À contrarier, je sais pas, mais... Ah non, je me suis vraiment éclaté. Je me suis éclaté en tant que scientifique, je me suis vraiment éclaté. Non, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà.
Eh bien, ce sera peut-être le mot de la fin et encore un tonnerre d'applaudissements pour Guillaume.